Ça ne passe pas. Oui, là-bas, au fond, oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mamoudou Dembélé. Oui, M. Dembélé, oui, Je suis enchanté. de la région de Matam. Enchanté. Avant de faire une intervention, je note ma satisfaction par rapport à la projection à distance. Ouais. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Merci. Si vous permettez. D'accord, très bien. Par rapport à l'ensemble des cours depuis le début. D'accord, très bien. L'intervention que j'aimerais faire, vous pouvez rédiger un business plan. Le temps de rédiger le business plan, de mettre en activité, l'environnement peut changer. Oui, absolument. L'environnement d'affaires peut changer. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez à l'entrepreneur? Il s'engage ou bien il met de nouvelles données pour créer une autre innovation? Quand vous dites que l'environnement change, c'est un environnement qui change par rapport aux données ou par rapport à la stratégie d'attaque commerciale ou c'est par rapport à lui, son ambition de faire autre chose? C'est-à-dire, si l'environnement change, moi j'entends l'environnement change par rapport aux cibles. D'accord. Aux cibles. C'est-à-dire quelque chose qui impacte les cibles que vous aviez, qui vous permet, vous, entrepreneur, de changer un peu fusil d'épaule. Alors, donc un business plan est toujours modulable. C'est-à-dire, avant de s'engager, il faut avoir une visibilité encore sur votre cible. C'est-à-dire, quand il y a un changement, n'est-ce pas, de comportement ou un changement sur la demande, il faudra rapidement l'intégrer dans le business plan. Parce que sinon, ces erreurs vont se répercuter quand même dans la finalité financière. C'est-à-dire, rien ne vous empêche, si vous pensez que le business plan est élaboré en 2020 et qu'entre-temps, vous n'avez pas eu le financement, vous continuez en 2021 et qu'il y a des comportements ou des habitudes qui ont fait l'objet de mutation, il faut les intégrer rapidement. Parce que un business plan doit être modulable et même ce travail de veille dont on avait parlé ce matin a son importance. Cette veille-là vous permet rapidement de réactualiser. Par contre, si vous avez déjà déposé ce business plan, vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas retirer ça au niveau du banquier. Voilà. Mais si le business plan est toujours là et que vous n'avez pas encore démarré, vous pouvez rapidement réactualiser ça. Merci. La deuxième question est que parfois je vois les gens conseillent, il faut aller à la banque, il faut aller à la banque. Non. Mais moi j'ai un souci par rapport aux banques. Oui. Est-ce que vous pouvez dire à un entrepreneur, vous avez un budget de 10 millions, mais vous ne voulez pas aller à la banque. Vous avez votre apport personnel ou bien quelques dons de la famille. Qu'est-ce que vous conseillez à l'entrepreneur qui ne veut pas aller à la banque? Je lui conseille de se suffire de ces 10 millions-là et de chercher d'abord des capitaux propres si il les dispose, n'est-ce pas, pour pouvoir démarrer. Et c'est d'ailleurs même, on va le voir dans le cours de stratégie de financement, c'est le premier élément. C'est-à-dire, on va toujours se poser la question, est-ce que je dispose d'une capacité financière? C'est la première question qu'il faut se poser quand on veut développer, n'est-ce pas, une entreprise. Si c'est oui, alhamdulillah. Si c'est non, par contre, ça veut dire qu'il faut chercher des solutions alternatives. Ces solutions alternatives, c'est des solutions qui sont véritablement présentes tout au long quand même du cycle de vie de l'entreprise. Mais si vous avez le minimum pour démarrer, je pense qu'on ne va pas vous conseiller d'aller voir les banques. La question maintenant, c'est de savoir si je ne dispose pas d'une capacité financière. Je suis obligé de revoir quand même les autres possibilités. Et dans ces autres possibilités, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas qu'on vous oriente seulement vers les banques. Il y a les institutions de microfinance, il y a les outils que l'État a mis en place, il y a également d'autres ONG ou d'autres bailleurs même qui peuvent vous appuyer. Et l'appui, encore une fois, ce n'est pas l'appui financier. L'appui technique, la formation, ce que le PJ est en train de faire, c'est souvent même plus important que le financement. Oui ou non? Ah bon, il faut qu'on se le dise là. Ça mérite un peu des applaudissements quand même de votre part. Le PJ quand même, ce qu'il est en train de faire, c'est plus que le financement. Ça, je le dis. Parce que si vous n'avez pas les outils qui vous permettent de pouvoir gérer une comptabilité, d'éviter les erreurs, les écueils et tout ça, voilà. Moi, je pense que c'est plus important. On a vu des gens à qui on a financé, mais qui ont dilapidé l'argent par la suite. Mais la formation est plus importante que
que l'aspect financement. Le financement va venir une fois que la personne est déjà outillée. Oui. Monsieur Oui. Diop, Oui. juste, bon, je ne vais pas répondre à M. Dramé, peut-être on va se voir tout à l'heure. Oui, oui, allez-y. Par rapport À la l'écran. configuration, oui. Et je pense qu'il y a un petit réglage qu'elle n'a pas fait, parce que là, il y a des gens qui suivent depuis Canada et Maroc qui n'ont pas eu ce problème. Ah, Bon, peut-être après, à la fin du cours, je peux le recevoir et puis on va voir ça. très bien, super. Super, très bien. Donc c'est réglé une fois. Il est là en haut, je pense qu'il pourra régler ça. Il est très efficace. C'est bon, je pense qu'il y avait une autre intervention. Allez-y. Oui, je disais que quand vous avez 10 millions et que vous voulez démarrer avec 15 millions, toujours dans le business plan, il y a des éléments à supprimer où on peut s'en passer. Comme par exemple, si vous avez une entreprise de pizzeria, par exemple, et que vous voulez faire aussi la livraison à domicile, au lieu d'acheter une moto à 500 000 et d'acheter chaque jour du gasoil, on peut travailler avec une entreprise de livraison. Je comprends un peu votre préoccupation. Vous faites un peu voilà, la sous-traitance quoi, dans la distribution. Ouais. C'est ça, c'est très bien, c'est très bien fait. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui permet un peu à beaucoup de sociétés de démarrer. Hein. Voilà, ça c'est des astuces que vous pouvez utiliser. Avant d'acheter une immobilisation, rien ne vous empêche d'acheter un service. Bon, on va peut-être continuer sur les autres points. Le réseau de vente et distribution, mais de façon très succincte, hein, il faut le préciser, les équipements et les matériels d'exploitation requis, surtout les matériels lourds, hein, outillage, voitures, etc. Le personnel, alors ici le personnel, vous n'êtes pas obligé de citer les noms, hein, juste dire la taille, hein, le nombre, hein, si c'est 4 ou c'est 5, 10, etc., y compris. Voilà, maintenant, quelles sont les rubriques? Parce que je veux qu'on déroule ça et puis qu'on commence les travaux avant la pause de 14 heures. Comme ça, on aura beaucoup de temps, après la pause, de continuer les travaux et de faire, n'est-ce pas, des exposés pour tout le monde, quoi, ok? Ou en grande partie, ok? L'analyse du secteur d'activité, on l'a dit, hein, c'est le marché visé, il faut le mettre dans le business plan, la segmentation, la clientèle potentielle. Parce que n'oublions pas que tant que vous n'êtes pas encore sur le marché, vous avez une clientèle potentielle. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas entre vos mains, hein, potentiel, qui peut être volatile même. La localisation géographique, l'évolution du marché, pourquoi j'ai beaucoup insisté sur ça? Parce que vous devez faire une analyse des tendances du marché. Et il est préférable même de faire une analyse sur les 10 ans. Dynamique, hein. Depuis par exemple 2010 jusqu'à maintenant, voir comment se comporte le marché en termes, n'est-ce pas, de vente, etc. Okay? Les barrières à l'entrée, il faudra peut-être les analyser parce que pour certains secteurs, je pense qu'il y a des barrières qui sont cachées. Il faut avoir un agrément. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, je lui dis que la première des choses à faire, c'est de voir dans le secteur, est-ce qu'il n'y a pas d'agrément à demander, parce que c'est des secteurs qui sont souvent verrouillés. Le positionnement par rapport à la concurrence, la part de marché estimée. Et cette part de marché, vous devez l'estimer sur la base d'une bonne connaissance de votre demande. OK? Ne donnez pas une part de marché qui est plus globale. Ça veut dire que ce sera de mauvaises surprises pour vous. OK? Et n'hésitez pas, pour analyser la part de marché, de faire des sondages ou des enquêtes, ou même d'essayer de voir un peu par rapport à certaines catégories de personnes, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une part de marché assez importante. Mais en tout cas, on vous suggère beaucoup d'avoir, en tout cas, une analyse sectorielle de la clientèle, OK? Qui repose sur des données chiffrées. L'évolution également de la demande, je l'avais mis là-bas, OK? L'environnement économique aussi, il faut l'analyser. Hein. L'environnement économique dans toute sa composante, hein, OK? Il ne faut pas hésiter à voir quelles sont quand même les nouveautés en termes de réglementation, OK, économique, OK, sur les prix, sur l'étiquetage, etc. OK? Je continue? Oui, allez-y, allez-y. Oui, allez-y. Oui? Oui, le micro, oui, allez-y, c'est bas, d'accord, très bien.
Oui, je pense qu'il y a un micro qui doit... Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à un projet dont le taux interne de rentabilité est équivalent au taux d'endettement? La réponse est là, parce que ça veut dire que si vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Oui. Et Maintenant, le manager n'est pas là comme... Oui, un philanthrope. qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour... Comme solution. La solution que moi je propose, c'est que si on est à l'équilibre, il y a deux paramètres à peut-être revoir. C'est-à-dire revoir à la baisse le taux d'intérêt, donc faire en sorte que vous puissiez avoir une meilleure négociation du taux, ce qui vous permet de pouvoir peut-être gagner des points sur la marge. Et l'autre possibilité, c'est au niveau quand même de votre entreprise. Faire en sorte que vous soyez beaucoup plus productif. Et donc, pardon? Oui, productif, c'est ça. Donc, essayez de produire plus et coûter moins cher. Ou même essayer de vendre davantage pour un peu quand même avoir une rentabilité économique et commerciale assez importante. Mais lorsque vous êtes à l'équilibre, en tout cas, il y a deux efforts à faire. Demandez au banquier de revoir à la baisse son taux d'intérêt et je ne suis pas tellement sûr que ça va marcher. Donc l'autre effort à faire, c'est d'insister sur une amélioration de la capacité productive en interne. Produire plus, vendre plus et supporter moins de coûts. OK? Mais en tout cas, aucun manager ne veut être à l'équilibre. On est d'accord? Hein? Oui, mais aucun. C'est-à-dire, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire vous êtes dans une situation d'impasse. Et à la moindre conjoncture, vous passez de côté. C'est ça. C'est-à-dire, il faut toujours, oui. Oui, donc plus vous dégagez de l'innovation, plus il y a une valeur ajoutée. Ça va vous permettre plus de... Oui, oui. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand vous êtes dans la valeur ajoutée, vous n'avez pas encore intégré d'autres charges d'exploitation. Vous n'avez pas encore ajouté les autres charges qui peuvent être très importantes et qui vous amènent un peu à l'équilibre. Monsieur Diop, on peut prendre des questions? Oui, allez-y, oui, bien sûr, oui. Il y a Monsieur Dame Diop qui est depuis Saint-Louis qui dit... je vais voir sa question. D'accord. Je ne retrouve plus. Oui. Juste là, il y a une dernière question là. Ça, c'est M. Abdoulaye qui suit depuis Dakar. Enchanté. Donc, il dit, est-ce que c'est possible de déposer 2 business plans dans plusieurs bailleurs? C'est possible. Pour le projet? Oui, absolument. Le fait de multiplier ses chances. Hein. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est de déposer des business plans qui sont différents dans plusieurs bailleurs, parce que les bailleurs se parlent. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a une communication entre confrères, comme ils disent. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut éviter. Mais rien n'empêche à un même promoteur de déposer un même business plan dans plusieurs places financières. Ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ça lui permettra même d'avoir même un avis sur la concurrence bancaire. Peut-être l'autre banque peut vous proposer 10%, l'autre vous propose 8%. C'est l'idéal même, ne pas être prisonnier d'une banque ou d'une institution financière. OK? J'ai retrouvé la question. Oui, il termine juste après, on revient. Oui. Voilà, c'est Dame Diop qui demandait pourquoi dit-on que le plus endetté est le plus riche? C'est important. Je lui rappelle un peu l'anecdote de Ricardo, un éminent économiste qui disait que l'endettement ne pose pas de problème et ça peut même accroître la richesse. Maintenant, c'est l'utilisation de cet endettement qui pose problème. C'est-à-dire, plus vous vous endettez, plus on a une capacité d'investissement, plus on a une capacité de production et plus on a une capacité de rentabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent, quoi. C'est le mauvais endettement qui pose problème. Oui. C'est bon, on peut continuer? Oui, monsieur. Oui. Par rapport à l'estimation de la part du marché. Oui. Par exemple, on sait qu'on peut cibler les clients potentiels. Mais est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre
de déterminer exactement la part du marché. Votre part de marché ou la part de marché réelle? Oui, non, notre part du marché. C'est ce que je disais, c'est-à-dire ici, il faut partir... D'abord, il y a deux sources d'informations. Il y a des informations macro que vous allez pouvoir disposer à partir des sources officielles telles que, par exemple, si vous voyez si vous êtes dans le domaine, par exemple, de l'horticulture, on parle de ça, et que vous êtes dans le domaine de la pastèque, par exemple, vous pouvez avoir l'évolution de vente, n'est-ce pas, de pastèque au Sénégal. Ça, c'est l'information macro. Maintenant, vous, il faut nécessairement qu'à votre niveau, que vous puissiez faire l'effort de faire ce qu'on appelle des enquêtes ou des sondages. Et n'hésitez pas à vous déplacer, à confectionner un questionnaire. Et de plus en plus, maintenant, tout est digitalisé. Vous savez, même avec nos Android là, vous pouvez développer des applications qui vous permettent même d'enquêter, n'est-ce pas, sur une population de 1000 personnes au Sénégal, de vous déplacer dans les régions où vous voulez vous déployer et d'enquêter un certain nombre de catégories de personnes. C'est sur la base de ça que vous pouvez avoir une idée assez précise sur vos clients potentiels et par segment. Oui, Oui. Justement, je disais, est-ce que concrètement, il y a, par exemple, des outils que vous pouvez nous recommander? Ah, ça, c'est des outils économétriques. Hein. Il y a plusieurs, oui. Il y a Sphinx qui vous... Ça, je peux vous... Il y a Sphinx qui est souvent utilisé. Sphinx. Il y a Stata. Il y a également eViews qui demande un peu... OK. Ça vous donne une idée sur l'estimation. Sphinx, je vous le recommande vivement parce que c'est plus léger et puis ça ne demande pas beaucoup d'estimation, de volume, de vente pour un entrepreneur. OK? Vous pouvez le télécharger. Hein? Bon, je ne suis pas sûr que pour eViews, mais je sais. Mais Sphinx, je pense que vous pouvez le télécharger rapidement. Et c'est très estimatif. Hein? Ça vous donne un peu beaucoup de facilité pour une prévision même de vos ventes. Hein? OK? Pour les 5. Il y en a qui ont déjà utilisé Sphinx? Très bien. Vous voyez que c'est très facile, hein, non? Il y a aussi Google Doc. Voilà. Alors, j'ai oublié. C'est vrai. Google Doc. Ah, c'est un informaticien qui nous donne ça. Hein? Google Doc aussi. Google Doc, qui est déjà très accessible. Hein? Alors, les deux derniers que j'ai donnés, c'est un peu sophistiqué. Hein? Stata et eViews, ça demande un peu des pratiques un peu économétriques, quoi. Mais Sphinx, vous pouvez l'utiliser, et Google Doc, qui est très accessible également. Hein? Très accessible. Et vous confectionnez votre questionnaire. Et l'idée, c'est que vous soyez sur le terrain. Parce que évitez d'estimer vos parts de marché en étant dans votre bureau. Ça, si vous le faites, vous faussez un peu les règles du jeu. OK? Voilà. Oui? Il y avait quelqu'un qui... Ah, une autre contribution? Oui? Il y a Kobo Toolbox. J'ai pas vu. Kobo. Oui, Toolbox. Kobo Toolbox. Tool. Comme outil, hein? Box. OK, très bien. Je ne connais pas. Kobo Toolbox. Donc, les gens, il faut peut-être... vous avez plusieurs outils qui vous permettent un peu. Mais dans tous les cas, il faut nécessairement, en tout cas, développer des réflexes de sondage. Vous ne pouvez pas agir sur une demande que vous ne connaissez pas. Il faut leur demander leurs avis sur la spécification du produit. Est-ce qu'ils sont déjà satisfaits du produit qui est déjà proposé? Et qu'est-ce qui peut-être qu'ils aimeraient voir dans un nouveau produit? Quelles sont les innovations qui pourraient peut-être les intéresser, etc. OK? Et ça, vous verrez que vous aurez une segmentation de votre clientèle. Vous verrez que est-ce que c'est les jeunes qui vont utiliser plus votre produit, ou est-ce que c'est les vieux, ou est-ce que c'est les dames, ou est-ce que c'est les adultes? Est-ce que c'est des travailleurs, ou est-ce que c'est des commerçants ou le secteur informel? Mais en tout cas, il faut faire une étude de terrain, une petite enquête. Vous n'avez pas besoin même de payer un consultant pour ça. Hein. Vous devez être votre propre consultant. Ah, madame là, je ne suis en train pas de gâcher vos marchés là. Donc, vous pouvez être votre propre consultant pour un peu, en tout cas, avoir une idée sur la perception de la clientèle. OK?
C'est bon. Donc c'est assez d'outils, mais Sphinx, Google Doc et Kobo Toolbox, ça peut, vous pouvez les utiliser. Les autres sont plus sophistiqués. Si vous avez quand même des capacités économétriques assez élevées, rien ne vous empêche de mettre Stata et eViews. Hein. OK. La présentation des produits, pour éviter un peu la production, il faut décrire le produit ou les services à proposer. Hein. OK. Donc ça, il faut vraiment décrire. Si vous voulez faire de l'embouche bovine, il faut dire carrément le service, ça concerne quoi. Est-ce que ça concerne à de l'abattage ou est-ce que c'est de l'élevage, etc. Donc il faut vraiment être dans le détail, hein, parce que c'est là où on va savoir est-ce que vous maîtrisez ici la chaîne de production ou la chaîne de valeur. Okay? Il faut vraiment détailler le service. Quand vous êtes dans la prestation de service, il faut bien détailler ce que vous voulez faire. Okay? Les avantages comme comparatifs ou concurrentiels, quels sont les avantages de votre produit par rapport aux autres? Et le premier avantage, c'est quoi? L'innovation. Le deuxième avantage, c'est quoi? Ça peut être le prix. Également, ça peut être le prix, etc. Stade de mise au point, c'est-à-dire il faut vraiment, depuis le développement, n'est-ce pas, du produit, voilà, nous dire là où vous en êtes. Hein, okay? Le processus de fabrication, bon, vous m'excusez pour ceux qui pensent que je suis dans la production, mais ça peut être le processus de maturation ici. Donc c'est la conception et le développement des produits. Donc ça aussi, il faut essayer de le mettre dans le temps. Et dans le processus de fabrication, vous pouvez même donner du temps, ok? Mettre du temps, n'est-ce pas, dans le processus. La propriété industrielle, ça aussi, c'est le maillon faible de nos entrepreneurs. Avant même que votre produit ne puisse être commercialisé, dans le business plan, il faut toujours expliquer est-ce que déjà le produit est breveté ou est-ce que vous l'envisagez, etc. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas protégé. Et à tout moment, le produit peut être développé par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il faut penser à aller à l'ASPIT. Hein. Dans le business plan, ASPIT, je pense que je l'ai donné à quelques-uns, c'est l'agence sénégalaise, surtout c'est ce qui développe de l'innovation. Pour la propriété, comme P, propriété intellectuelle, comme I, T comme technologie. Il se trouve à la... Je pense qu'il y a quelqu'un à qui j'ai remis même le contact tout à l'heure. Je pense. Oui, le numéro de téléphone. 33 827 ans. Oui 36 14. Ils sont au niveau de la VDN, hein, je pense du côté du camp même Leclerc. Hein. Oui. Donc n'hésitez pas à avoir toutes les informations dans l'élaboration de votre business plan. Et encore une fois, le brevet, ce n'est pas l'aspect technologique, hein. C'est l'idée même. L'idée même. OK? Oui? Alors le micro. Oui, on peut lui passer le micro. On y va? Oui, vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne cette agence ASPIT, oui. qu'est-ce qui la différencie de l'OAPI? Alors, l'OAPI, c'est plus organisation internationale. Et à un autre niveau, qu'est-ce qui est mieux indiqué pour nous entre les deux pour certains types C'est bien. Oui. Il faut savoir que les déclarations qui sont enregistrées au niveau de l'OAPI proviennent de l'ASPIT. C'est-à-dire qu'il faut toujours passer par votre structure nationale. OK? Maintenant, une fois que vous êtes immatriculé au niveau de l'ASPIT, qui est l'agence nationale, maintenant, ces enregistrements vont être répercutés au niveau de l'organisation internationale qui couvre un peu l'ensemble des organismes de propriété intellectuelle.
Mais déjà, comme vous n'avez pas encore couvert l'international, il faut commencer par le national déjà. Le danger est plus là même. Mais je vous recommande vivement au moment de... Voilà, au moment où vous avez commencé à avoir la spécification sur votre produit ou l'idée, d'aller se rapprocher quand même de l'OAPI. Et puis je pense que ça ne coûte absolument rien. Il y a juste quand même des frais d'immatriculation à payer. OK? Oui? Oui, allez-y. J'aimerais savoir, pour protéger son idée ou sa marque, est-ce qu'il faudrait payer? C'est ce que je disais. Il y a juste des frais d'immatriculation. Maintenant, c'est juste des frais qui sont très modiques. Hein. Je ne me rappelle plus du montant, mais c'est très faible. Hein. C'est juste, n'est-ce pas, pour payer un peu, n'est-ce pas, les frais de... C'est comme quand vous voulez créer une entreprise. L'immatriculation au registre de commerce ou l'INEA, il y a des frais, n'est-ce pas, de timbre à payer, etc. Mais c'est très minimal. Hein. Ça ne doit même pas vous décourager. Et malheureusement, même, il y a de grandes entreprises qui oublient de le faire. Alors que c'est le minimum. Breveter votre idée ou breveter votre produit, ça permet au moins de garantir un peu la pérennité même de votre projet. OK? Donc, n'hésitez pas à aller là-bas. OK? Ils sont tout prêts et puis voilà. Vous aurez même d'autres informations par rapport à la veille technologique. Parce qu'une fois que vous allez là-bas, vous pouvez même demander d'autres informations sur, en tout cas, les marques ou les produits, n'est-ce pas, de votre secteur ou de votre activité. OK? Donc, ça vous donne une idée un peu sur, en tout cas, votre marché. L'étendue géographique de la couverture, il faut bien le préciser dans la présentation des produits également. Vous allez couvrir tout le Sénégal ou est-ce que c'est seulement Dakar? C'est ça, c'est important. Bon, ne l'oubliez pas dans votre étude, vous pouvez dire dans votre stratégie que vous ciblez d'abord Dakar. Maintenant, dans les 5 prochaines années ou dans les 3 prochaines années, vous allez un peu être dans les autres localités, quoi, comme Fatick et... La clientèle potentielle, n'oubliez pas de... Alors, si cette clientèle potentielle, il faut la segmenter. Hein. Ne donnez pas la clientèle de façon globale, mais il faut bien la segmenter. Le coût direct de production, alors pour chaque produit ou service, combien ça vous coûte? Non? Ça aussi, ça peut être le coût unitaire ou le coût global. Okay? Ça permet un peu de voir est-ce que ce coût peut être supporté par le prix de vente aussi. OK? Et ça, je pense qu'une fois que vous avez l'ensemble de vos charges de production, ça vous permet un peu d'avoir une idée sur le coût direct, n'est-ce pas, à supporter. OK? Mais ça, dans la phase d'études financières, on va y revenir. OK? Votre stratégie, alors c'est purement ici commercial. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Vous prenez le micro. Oui, bonjour. Allez-y. Voilà, monsieur, moi, je voudrais un petit éclaircissement par rapport à une notion de qualité-prix. Oui. Donc, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais bon, c'est pas exactement la compréhension exacte de ce mot. Alors, la notion de qualité-prix, c'est une notion qui englobe 2 aspects. Hein. Il y a la qualité. Déjà, quand on offre un produit au client, il faut que ce produit quand même puisse répondre, n'est-ce pas, à sa satisfaction, mais en respectant les normes qui ont été définies et les normes spécifiques, n'est-ce pas, dans le produit. OK? Par exemple, vous ne pouvez pas dire dans le produit qu'il n'y a pas de conservateur. Dans le jus, on retrouve, n'est-ce pas, voyez un peu? Voilà. Ou que dans le produit, que ça soigne peut-être, quelqu'un disait ça, le diabète, et que en prenant pendant toute une année le produit, vous voyez un peu ces genres de... Donc le problème de la qualité, c'est l'adaptation du produit, n'est-ce pas, aux besoins de consommation et de qualité d'hygiène. Le prix, c'est de proposer un prix qui va être concurrentiel, qui ne va pas être plus cher que les autres. Parce que le client, ce qui l'intéresse, c'est de consommer à point de saturation et d'avoir moins de budget, n'est-ce pas, à épuiser. Donc, c'est une notion qui est importante. Et le manager doit toujours se soucier du fait qu'il doit pouvoir produire, n'est-ce pas, un produit de qualité
avec une contrainte, n'est-ce pas, budgétaire. Maintenant, Et ça, vous pouvez y arriver, parce qu'il faut utiliser... Oui, allez-y. je dis maintenant, comment le substituer par rapport au service? C'est ce que vous voulez d'expliquer. Comment le substituer au service, par exemple? Si on a un service à proposer, dans quel sens on peut appréhender ça dans un service? Je n'ai pas trop compris la question. Vous pouvez répéter? Je n'ai pas trop compris. Je dis, par exemple, actuellement, vous expliquez, vous avez donné l'exemple par rapport à la consommation d'un produit, par exemple, qui soigne le diabète ou autre. Mais bon, peut-être que ça ne le fait pas. Bon, je dis, par rapport à ça, comment, si on propose un service qu'on doit donner à un client, par rapport à ce service-là, comment on peut appréhender cette idée de qualité-prix? Alors la qualité pour moi, c'est d'abord l'hygiène, c'est le respect des spécifications. C'est également, il ne faut pas que le produit également puisse avoir des effets contre-productifs également. 4, il faut que le produit également puisse répondre à toutes les exigences par rapport à la qualité même technique. C'est-à-dire, si vous dites que dans ce produit-là, il y a ça, fabriquer, n'est-ce pas, le produit avec, n'est-ce pas, en respectant les spécifications. Maintenant, le besoin de consommation est variable parce que vous pouvez avoir un client qui doit consommer peut-être 2 produits pour être satisfait. Oui, il y a des gens, il faut manger 2 hamburgers pour être... pour faire disparaître la faim. Maintenant, vous, quand vous proposez un hamburger et que la personne continue toujours à avoir faim, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire, vous voyez un peu? Donc ça, il faut le voir. Donc, mais en tant qu'industrie, peut-être industrie agroalimentaire ou etc., c'est à vous quand même de pouvoir au moins respecter les normes qui ont été définies, en tout cas dans la spécification. Si ce n'est pas fait, ça veut dire que vous risquez quand même d'avoir un client qui n'est pas satisfait en termes de qualité ou un client qui va tout simplement vous quitter. C'est-à-dire qu'il faut respecter les normes de spécifications qui ont été définies, n'est-ce pas, lors de la production. OK? Maintenant, tout le reste, c'est des appréciations qualitatives. Oui? Oui, par rapport à sa question, c'est-à-dire la corrélation entre qualité et prix. Oui. Bon, on dit souvent que la qualité a un prix. C'est-à-dire pour mettre à la disposition du client un produit de qualité, il faut investir. Oui. Il faut investir dans le produit pour avoir un produit de qualité. Absolument. Maintenant, il faut tenir compte du marché, du clientèle. Du pouvoir d'achat. C'est-à-dire il y a des gens qui sont exigeants, qui veulent des produits de qualité. C'est ça. Donc, et ils sont prêts à y mettre le coût. Mais il faut les segmenter. Dans tous les cas, il faut segmenter parce que vous ne pouvez pas... Dans la clientèle, ce que je disais tantôt, dans la clientèle potentielle, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même lot. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont prêts, n'est-ce pas, à mettre de l'argent pour avoir pas une qualité, mais une qualité supérieure. Voilà. Supérieure. Il y a la qualité supérieure. Ça, on le voit dans tous les produits ou services qui sont offerts. Il y a des gens qui sont prêts, c'est quand vous voyagez en classe affaires, en classe économie, il y a d'autres qui préfèrent ça. Parce que la bourse ne permet pas quand même de pouvoir voyager en classe affaires. C'est partout, dans tous les services qu'on peut proposer. Maintenant, si vous voulez une qualité supérieure, il faut mettre plus de prix. Et ça, l'entreprise doit le comprendre, n'est-ce pas, dans la segmentation commerciale. OK? J'ai une question par rapport à la licence d'exploitation. Oui. Des fois, il y a des secteurs d'activité, comme par exemple pour les débris de boissons. D'accord, je ne vois pas. Oui, allez-y. Il y a des secteurs d'activité, par exemple les débris de boissons. Oui. Il y a obligation d'avoir une licence d'exploitation. Absolument. J'aimerais savoir, cette licence d'exploitation, après, est-ce qu'elle est... renouvelable, je pense. Hein? Oui, c'est renouvelable. Je ne cherchais pas trop, mais je sais que c'est renouvelable, hein, puisque c'est délivré même par les services, je pense, du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est ça, exactement. Ça serait un atout de le joindre au business plan et dire au bailleur déjà que j'avais déposé pour la licence d'exploitation et actuellement, en déposant le projet aussi, j'ai la licence d'exploitation pour ce business. Oui, il faut le préciser. Tout élément qui peut concourir à
il faut le dire, hein, tout élément qui peut concourir à rassurer le banquier ou avoir une appréciation autre, il faut lui donner ça. C'est-à-dire le banquier a confiance à celui qui lui dit la vérité. Si la licence d'exploitation peut-être est en cours de dépôt, il va en apprécier. Si donc, parce que si la licence est en cours de validation, il y a deux solutions. Soit on vous accepte pour l'exploitation, soit on ne vous accepte pas. Et souvent, le financement peut être assujetti même à l'acceptation de cette licence d'exploitation. Donc ça aussi, c'est des éléments à bien intégrer et ça permettra un peu de se fonder, en tout cas, des idées très claires sur la faisabilité du projet. OK? Bon. Oui, allez-y, oui, allez-y. Alors, la question que je voulais poser, c'est à savoir, par rapport à la description des produits. Par exemple, si tu es dans le secteur commercial, de la distribution, si tu as par exemple une centaine de produits à offrir sur le marché, est-ce qu'on doit décrire tous ces produits-là et donner les prix? Non, vous n'êtes pas obligé de décrire, c'était l'intérêt quand même des annexes. Hein. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout mettre dans le business plan. Vous pouvez présenter 2 ou 3 produits et tout le reste, vous le mettez en annexe. Hein. Parce que sans produit, vous ne pouvez pas le décrire dans un business plan. Vous aurez une thèse de 400 pages alors. Donc vous aurez juste à mettre les grandes lignes de ces produits-là. Et tout le reste, vous le basculez, n'est-ce pas, en annexe, hein, une documentation annexe, où on peut retrouver les factures pro forma, les spécifications techniques. Parce que pour certaines technologies, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand même de pouvoir les décrire dans le business plan. Et souvent, si c'est trop technique, encore une fois, le bailleur ne se retrouve pas. C'est ça. Voilà. Donc il faut peut-être tout mettre en annexe, ce qui lui permettra, s'il a besoin d'informations complémentaires, de voir un peu en annexe. OK? Même par rapport au prix de vente aussi, tout cela, ça sera dans l'annexe. Les prix de vente, par contre, c'est important parce que c'est votre force commerciale. Hein. Si vous pouvez le mettre dans un tableau synthétique, je pense que synthèse de ces prix-là, où vous les mettez en annexe, n'est-ce pas, de l'étude financière, il faut le mettre. Hein, parce que c'est des éléments extrêmement importants. Lui, il va s'intéresser à 3 choses. La force commerciale, la force financière et la force d'exploitation. Force commerciale, votre capacité de vente. La force financière, votre rentabilité financière. Et la force d'exploitation, vos cash flows. OK? Voilà, on va progresser les gars pour pouvoir au moins maintenant, pour votre stratégie, c'est l'approche marketing. Hein. Qu'est-ce que vous utilisez comme approche afin de vendre vos produits? Est-ce que c'est une approche globale ou décentralisée? Est-ce que vous aurez à utiliser une politique de publicité? Ça, on l'a dit avant-hier ou hier même. La promotion, la communication que vous allez à utiliser pour vendre ces produits-là. La stratégie commerciale, est-ce que c'est une stratégie qui va reposer sur le porte-à-porte ou voilà, le bouche à oreille ou est-ce que vous aurez à attaquer rapidement votre concurrence? La stratégie passive ou la stratégie active, hein? Ou est-ce que vous êtes juste, n'est-ce pas, sur une stratégie défensive? Les canaux de distribution, c'est important aussi de les analyser, les canaux de distribution. Bon, on a vu tout à l'heure quelqu'un qui voulait s'appuyer un peu sur les livreurs. Okay. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous aurez des kiosques à aménager, etc.? Ou est-ce que vous allez déposer vos produits au niveau des supérettes, etc.? Je me pose la question. Ils vont se rémunérer en pourcentage ou en commission là? Si c'est une supérette, vous déposez un produit là-bas, comment ça se fait? Comment ça se passe? Il y a un pourcentage. Personne n'a essayé ça. Lorsque vous déposez votre produit au niveau de la supérette, comment la supérette va se rémunérer? Vous prenez le micro. Si ça coûte 1000 francs, oui, vous dites. Prenez le micro, s'il vous plaît.
je disais que pour les boutiques, par exemple, on les rémunère par unité de vente. Par exemple, si vous déposez 4 produits, pour chaque produit vendu, si le produit coûte 1000 francs par exemple, pour chaque produit vendu, ils ont 100 francs. Donc c'est 10% alors, en commission. D'accord, très bien. Donc ça aussi, il faut l'analyser et son poids sur votre chiffre d'affaires. OK? La stratégie à moyen terme. Alors la stratégie à moyen terme, c'est-à-dire quelle sera votre option pour un peu capter d'autres marchés? Ça, on est dans la stratégie commerciale. C'est-à-dire à court terme, vous voulez être peut-être dans un périmètre, mais est-ce que plus tard, dans 5 ans, vous ne serez pas appelé à sortir de vos frontières? Aller dans la sous-région ou même attaquer le marché international. Ça aussi, c'est des stratégies à bien mettre, n'est-ce pas, dans votre étude commerciale. Le planning de démarrage, c'est important. Le banquier va toujours se soucier. Quand est-ce que vous comptez démarrer? Bon, souvent, il est difficile de mettre des dates. Hein. Il faut peut-être mettre des mois. Hein. OK? Parce que bon, vous ne maîtrisez pas le circuit de financement. OK? Donc, évitez de mettre des dates aussi. Hein. C'est-à-dire, dans une année, il faut plutôt mettre mois 1, mois 2, mois 3, etc. OK? Mais si véritablement vous voulez mettre, je veux démarrer le 30 juin et que ce 30 juin-là, vous n'avez pas les fonds, ça fait... Donc, il faut mettre des mois et puis ça permet au moins d'éviter quand même toute mauvaise surprise. La composition et la présentation de l'équipe, c'est important. C'est là où maintenant il faut présenter en détail votre équipe clé. Bon, vous n'avez pas besoin de présenter le gardien pour dire qu'il a à travers, etc. Mais les hommes clés de votre entreprise, les associés qui sont derrière ce projet, quelles sont les compétences? Parce qu'en vous finançant ou en vous appuyant, c'est comme si on appuyait quand même un profil. OK? Donc, on a besoin de présenter l'équipe clé du projet. Ça peut être vous seul, mais n'hésitez pas à présenter également votre équipe. Hein. Le chef de production, il a fait l'ITA, etc. Voilà, le responsable commercial était dans de grandes industries multinationales et elle a eu à gagner beaucoup de... Voilà, elle a eu à gérer un portefeuille, etc. C'est ça qui rassure le banquier. Parce que derrière ça, il va se soucier de la compétence du personnel qui est derrière. Parce qu'il faut nécessairement que ce personnel montre sa capacité à conduire le projet. Oui. Oui. Donc, pour le business plan, n'est-ce pas, puisque la majorité du temps, lorsqu'on fait ça, lorsque le projet n'a pas encore commencé, oui. Est-ce qu'au moment de faire le business plan, on a vraiment la composition de l'équipe? Ah, mais vous pouvez déjà avoir le ciblage. Vous ne pouvez pas dire que vous dans ce projet-là, même si vous n'avez pas les personnes qui sont derrière, mais il faut, je pense, identifier même les profils. Vous voyez un peu? Les profils sont... Quand vous dites identifier des profils, c'est dire quelle formation il faudra pour la personne. Voilà, le responsable de la production va s'occuper d'elle. Et puis décrire ce qu'il va faire aussi. Maintenant, quand vous avez identifié des associés, par contre, il faut les décrire. Parce que ces associés-là, quand il s'agit d'une SARL, ces gens-là vont figurer, n'est-ce pas, dans la demande de financement aussi. OK? Mais s'il s'agit d'une entreprise individuelle, il faut juste peut-être identifier les profils et rien ne vous empêche un peu de décliner un peu leurs fonctions. OK? Mais en tout cas, c'est important l'articulation entre leur profil et ce qu'ils vont faire. Oui, allez-y, prenez le micro. Donc j'ai une question. Oui, allez-y, allez. Alors, on disait tout à l'heure que, par exemple, si c'est un démarrage de projet, on ne va pas forcément aller vers les coûts fixes. Oui. Donc, on va peut-être variabiliser un peu. Donc, on ne peut pas forcément prendre des gens, on va dire, sur le long terme. Et en même temps, on doit présenter ce personnel-là devant les bailleurs de fonds. Alors, la question que j'ai, c'est qu'en général, quand on va en variabilisant, on va pas forcément avoir la crème de la crème. C'est quand on aura assez d'argent, voilà, le financement, qu'on pourra vraiment aller sur le long terme. Vous présentez le minimum. Alors, l'astuce, c'est de ne pas présenter même trop de... Parce que, bon, dans le projet également, il y a une cohérence entre ce que vous voulez faire et la soutenabilité de ce projet de l'entreprise. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre un personnel pléthorique, administratif. Moi, un jour, j'ai vu un projet, je dis à la personne, mais
Vous voulez mettre en place une ferme avicole et vous voulez avoir plus de 15 personnes, n'est-ce pas? Que des administratifs, alors qu'on n'a pas besoin de ça dans un projet avicole. Dans un projet avicole, on a plus besoin de production. Vous voyez un peu? Donc, rien ne vous empêche également de restreindre l'équipe et de se concentrer sur la fonction essentielle. Je le disais tout à l'heure, un manager, vous n'avez pas besoin forcément au début d'avoir un chauffeur. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe étoffée de commerciaux, alors que le responsable commercial peut s'entourer quand même d'une personne ou deux. Et n'hésitez pas à prendre peut-être au début des contractuels. Oui, le temps de pouvoir quand même faire démarrer les choses. Parce que comme vous venez de démarrer, c'est un peu dommage quand même de signer des CDI alors que vous ne savez pas le devenir de... Vous voyez un peu? Vous n'avez aucune visibilité sur votre entreprise 2 ans, 3 ans. Évitez de signer des CDI pour tout un chacun. Parce qu'après, vous êtes liés solidairement par rapport même à ce travail-là. Si votre entreprise ne marche pas, vous êtes obligé soit de le licencier pour motif économique ou vous êtes obligé de faire avec. Donc, évitez les recrutements pléthoriques. Concentrez-vous sur une équipe très restreinte. Très restreinte. OK? Et le reste maintenant des postes sont à pouvoir. Et ça rassure même le banquier, parce que le banquier va toujours voir est-ce que vous avez des charges d'exploitation qui sont très importantes et qui peuvent plus ou moins être supportées par votre projet. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un personnel bureaucratique. Ce n'est pas la peine d'avoir un personnel administratif. Concentrez-vous sur le cœur de votre activité. Voilà, ça vous permet au moins de vous faire beaucoup de... Pardon? Beaucoup d'économies. Pardon? Voilà. Maintenant, les aspects juridiques, c'est des aspects qui sont liés également au développement de votre produit. Est-ce que ça répond aux normes? Est-ce que vous ne... c'est des produits quand même qui ne sont pas interdits, tout ça? Il faut bien. C'est-à-dire, n'hésitez pas à avoir même le conseil des juristes sur ça. Hein. Le business plan aussi, les gens oublient l'aspect juridique. Hein. C'est ça, hein. Il faut naturellement s'entourer de toutes les précautions juridiques pour ne pas quand même qu'on vous reproche ou qu'on attaque quand même votre entreprise ou votre produit. OK? Oui? Pour l'aspect juridique, il y a M. Dian qui va... Voilà, très bien, qui va revenir sur ça. Donc, c'est excellent. D'accord, il va revenir sur ça. Voilà, donc je vais à l'étude financière hein, pour globalement voir un peu les éléments, parce que ça, c'est... maintenant, quels sont les éléments qui seront dans l'étude financière hein? Le premier élément, parce que je vais l'aborder avant la pause, comme ça, après la pause, on va en étude de cas pendant 2 heures de temps. Tout le monde aura une très bonne compréhension du business plan. C'est bon? Voilà. Donc, c'est des tableaux récapants pour éviter la littérature. Le premier élément à mettre dans l'étude financière, parce que je suis dans l'étude financière, c'est le coût du projet. Et le coût du projet, il faut ici récapituler vos besoins. Les immobilisations corporelles, tout le monde comprend ça? Équipement, bâtiments, véhicules, tout ça? Les immobilisations incorporées, s'il y a des licences brevets, il faut les mettre, les logiciels. Les besoins en fonds de roulement pendant 6 mois. Il faut bien voir, est-ce que besoin en fonds de roulement. Pendant 6 mois, il faut quantifier vos besoins en matière première. Ça, beaucoup de managers l'oublient. Hein. Le projet, ce n'est pas seulement l'investissement, c'est les besoins en fonds de roulement. Pendant 6 mois, vous aurez du mal à démarrer. Vous avez besoin de matières premières, vous avez besoin quand même de paiement de salaire, ok? Et les services financiers consommés tels que l'électricité, l'eau, etc. Ok? Ok? Services consommés. Électricité. Ah oui, au téléphone, essence, tout ça, carburant, ok? Oui, c'est là. Je n'ai pas oublié. C'est les salaires. Et ça, c'est les services consommés. Services consommés, électricité, eau, téléphone, essence. Et ça fait partie du coût de votre projet. Dans les 6 premiers mois, si vous demandez un financement au banquier, il faut intégrer cet aspect-là. OK? Les services, n'est-ce pas, les besoins en fonds de roulement. Maintenant,
C'est un aspect extrêmement important. Oui. Alors, donc le coût total de votre projet, donc c'est la somme, vous voyez, des trois. Hein. OK? Donc c'est au montant donné, c'est tout taxe comprise, bien sûr. OK? Donc votre coût du projet, il faut le présenter dans l'étude financière. Et même dans le canevas que je vous ai donné, vous les enregistrez et puis ils vous donnent ça directement. OK? On a, je pense, même le temps de vous montrer ça après la pause. Les ressources envisagées, c'est quoi? Ici, c'est ce qui va financer votre projet. OK? C'est quoi? L'apport personnel, on l'a dit. Et vous devez mettre le montant, mais le pourcentage par rapport au projet. Déjà, on peut mettre ici combien? Minimum 10%. Minimum. Ensuite, il faut mettre, s'il y en a, bien sûr, le crédit sollicité. À M. Dembélé, si vous n'avez pas besoin de crédit, vous mettez 100% d'apport personnel. Hein. Maintenant, l'apport personnel plus le crédit sollicité, ça vous donne toujours le coût total du projet, qui doit être toujours exprimé en pourcentage. OK? À 100% ici. Ici, peut-être vous aurez 90%. Ici, vous aurez 100%. Alors, regardez le premier constat que vous pouvez faire, c'est quoi? Regardez. Concordance entre le coût du projet et les ressources. Ça, c'est la première cohérence à avoir. Cohérence entre les besoins et les prévisions. OK? Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Prenez le micro, s'il vous plaît. Et si l'apport personnel n'est pas quantitatif, vous disiez que on peut l'évaluer. On peut l'évaluer. Il faut, si c'est par exemple un apport sur la base d'un terrain que vous mettez à la disposition, il faut nécessairement qu'on vous évalue quand même la valeur de ce terrain-là. Mais en tout état de cause, ça va être intégré comme une valeur d'apport personnel, qui peut être un apport numéraire, un apport en nature ou un apport, n'est-ce pas, en industrie. OK? Leur évaluation est importante à ce niveau. Oui, allez-y. Vous pouvez lui passer le micro. Micro, oui. s'il vous plaît. Besoin en fonds de roulement. Tout à fait. Si vous voyez les gens qui évoluent dans les prestations de services, c'est différent des gens qui sont dans la production. Absolument. Les besoins en fonds de roulement, à mon avis, doivent différer. Absolument, absolument. Donc, dans ce cas similaire-là, est-ce que ceux qui sont dans la prestation de services, il est nécessaire d'aller jusqu'à 6 mois? Bonne question. Si vous êtes dans le domaine de la prestation du service, vos besoins peut-être seront moins importants, parce qu'ici, il y a peut-être une chose qui va disparaître, c'est la matière qui coûte excessivement cher dans le projet. Si ça disparaît, il va peut-être rester les salaires et les services consommés. Bon, sauf si vous distribuez des salaires de millions en millions. Mais donc ici, vous avez la possibilité de raccourcir vos besoins en fonds de roulement de 3 mois. Et même de 2 mois si vous voulez. D'accord. L'autre aspect, je mets l'accent sur la production. Par exemple, ceux qui sont dans la production, mais qui évoluent dans les arbres fruitiers. D'accord. Est-ce que leurs besoins de fonds de roulement peuvent dépasser 6 mois? C'est des besoins saisonniers. Parce que, bon, si vous êtes dans... C'est le domaine de l'agriculture, non? Oui. Voilà. Donc, dans le domaine de l'agriculture, d'habitude, les besoins saisonniers sont estimés sur les 6 mois. Donc, si vous dépassez 6 mois, ça veut dire qu'il faudra quand même aller dans des besoins de 1 an et qui ne vont pas régler le problème du banquier. Parce que le banquier, dans le cadre du crédit campagne, est prêt, n'est-ce pas, à vous accorder un crédit et d'attendre 6 mois pour être payé. Ce qu'on appelle le remboursement in fine. Mais d'habitude, c'est 6 mois. Maintenant, si vous êtes en dehors de ces 6 mois, ça veut dire que vous n'êtes plus dans une campagne agricole. Ou est-ce que dans le domaine de l'arbre fruitier, est-ce que c'est la campagne sur 6 mois ou 8 mois? Parce que d'habitude, si ça dépasse 6 mois, c'est que ça commence à dérégler un peu le plan de remboursement du banquier. Merci.
Mais d'habitude, c'est 6 mois de... Maintenant, si ça dépasse 6 mois, en général, en tout cas, les banques sont assez réticentes de financer un crédit de campagne qui dépasse ça. Très bien. Alors, les prévisions du chiffre d'affaires. Très bien. Encore une fois, le chiffre d'affaires, c'est égal à quoi, selon nous? Le global. Hein? Quantité multipliée par prix de vente. Alors, il faut savoir que si vous utilisez cette technique, ça peut marcher. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vous devez naturellement indexer, vous me suivez bien, votre chiffre d'affaires global, vous devez l'indexer au marché. Le marché peut vous donner pour chaque année, les années à venir, supposons qu'on est en 2020. Il y a des prévisions qui sont faites, tout à l'heure je l'ai entendu. Des prévisions jusqu'en 2023-2024. Alors, supposons que de 2020 à 2024, il y a une évolution un peu tronquée. Okay? Chaque année, on peut voir le rythme de croissance du marché. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? Est-ce que c'est stationnaire? Et vous devez indexer, encore une fois, votre chiffre d'affaires par rapport à l'évolution du marché. Si le marché baisse de 5%, vous avez l'obligation de faire la décote. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non? Supposons que vous voulez produire 1000. C'est votre chiffre d'affaires. OK? Chiffre d'affaires. Et que malheureusement, le marché montre que de 2020 à 2021, on risque d'avoir une conjoncture défavorable. Et qui va amener à une baisse de 5% de la production. Vous ne devez plus vous limiter au chiffre d'affaires de 1000 qui va connaître une conjoncture défavorable et vous êtes obligé d'enlever les 5%. C'est ce que cela veut dire. Vous voyez un peu la cohérence? C'est ce que je vous disais, une analyse de la conjoncture haute. C'est ça la cohérence d'ensemble. Mais ne pas se dire que je reste dans mon entreprise, je fais les estimations et puis voilà, le business plan, je le sors. Si vous le sortez, vous n'avez pas un business plan qui suit un peu le réalisme financier. S'il y a par contre une augmentation du volume, rien ne vous empêche quand même de faire ce qu'on appelle une cotation. S'il y a une augmentation de 10%, parce qu'il y a peut-être une demande qui s'est créée ou il y aura peut-être un événement externe ou positif, vous pouvez maintenant indexer ça par rapport à votre chiffre d'affaires. Ce qui fait que donc durant les 5 ans, vous aurez plus de chiffre d'affaires réaliste qui répond à l'analyse de la conjoncture. OK? Ça, donc, c'est extrêmement important de l'intégrer. Et un bon entrepreneur doit pouvoir le faire, n'est-ce pas, sur les 5 ans. OK? Alors, le tableau des immobilisations, parce que si vous avez des... Il n'est pas encore là. Bon, je termine juste ça, ou vous voulez qu'on prenne la pause? Hein? Bon, d'accord, si vous voulez... Bon, si on prend la pause, après, donc, je dois venir pour... c'est pas beaucoup, donc après, avant qu'on aille au... Oui, on peut prendre la pause. Hein? Parce que comme il y a encore... pour éviter la rupture pédagogique. Hein? On peut prendre la pause. On revient à quelle heure? Alors, maintenant, la démarche que je voulais adopter, peut-être que j'en discute avec vous, on aura peut-être 1h30 à développer, après quoi, parce que j'aurai à présenter ça, et puis les 1h30 jusqu'à 16h. Je voulais après prendre le maximum de projets, que les gens quand même puissent me donner les grandes lignes de leur business plan. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que nous serons toujours dans la dynamique de projet, ou est-ce qu'on peut les prendre de façon individuelle? On peut être dans une dynamique de projet, comme on était, et tout le monde s'implique. Hein? OK? Comme ça, chaque membre aura à décliner l'étude commerciale, l'étude financière un peu, et puis l'étude de production. N'est-ce pas? On peut faire comme ça? Non. Jusqu'à 16h, je dis.
C'est-à-dire, après la pause, nous serons en étude de cas. Je termine juste ça. Et puis, nous aurons le temps d'être en étude de cas. Maintenant, l'approche que je propose, on peut conserver les groupes. Maintenant, dans chaque groupe, il faut y avoir maintenant des sous-groupes. Chaque sous-groupe va travailler sur soit l'étude financière, sur l'étude commerciale. Et... Ah, pardon? Bon, c'est ce que je pose. Parce que si c'est par projet, on risque d'avoir 70 présentations. Maintenant, au-delà de ce cours, rassurez-vous, il y a un accompagnement B2B. Bien sûr, ok, ça, il faut peut-être le préciser, quoi. Chacun d'entre vous aura un accompagnement pour un peu vous aider à l'élévation du business plan. Hein? Hein? Oui, c'est ce que j'avais pensé pour une cohérence. Et puis chaque membre maintenant va s'impliquer dans l'élaboration, n'est-ce pas, du business plan. Ok? C'est bon? Mais jusque-là, vous étiez dans ça, non? Non? Maintenant, parce que l'accompagnement individuel, ça, on va le faire pour chacun d'entre vous, mais ce sera ici ou, n'est-ce pas, ou ailleurs, hein, mais ce sera fait. Hein. Pour chacun d'entre vous, il y aura un accompagnement individuel et personnalisé. OK? Donc, pour que tout le monde bénéficie quand même de cet esprit, je pense qu'on peut maintenir les mêmes projets. Et puis, après la pause, on va rediscuter de ça. Hein. Pas trop. Je pense qu'on va reprendre rapidement parce que le temps nous est très compté. On aura, s'il vous plaît, on aura besoin des travaux de groupe. Donc, je vais rapidement décliner les autres points de l'étude financière et puis on sera en travaux de groupe pendant au moins une trentaine de minutes. OK? Ce qui nous permettra, s'il vous plaît, de pouvoir présenter les esquisses de business plan en classe. Hein. Donc, sur les chiffres Alors, pour le tableau des immobilisations, ici, il s'agit plus d'immobilisation incorporelle. Hein. OK, on est d'accord? Et à ce niveau, il faut viser un peu vos matériels d'exploitation. Alors ici, vous verrez la date d'achat, les amortissements bien sûr. La date d'achat, c'est important. Pourquoi? Parce que un matériel doit répondre à ce qu'on appelle une politique d'amortissement. Donc n'oubliez pas, dans votre business plan, pour chaque matériel d'exploitation utilisé, ou le bâtiment, de pouvoir intégrer quand même dans une colonne la valeur à l'achat. OK? La durée prévue d'utilisation, est-ce que c'est sur 5 ans, 7 ans? OK? Amortissement annuel, vous calculez ça sur la base de la valeur du matériel. OK. Si vous avez un matériel qui coûte 10 millions, s'il vous plaît, et que la durée d'amortissement, c'est 5 ans, ici, l'amortissement annuel, c'est égal à quoi? 2 millions. Donc, vous prenez 10 millions et vous divisez, n'est-ce pas, par 5 pour avoir la durée d'amortissement. Le montant de l'amortissement. Donc ça, il faut le faire pour l'ensemble de votre immobilisation, en tout cas, incorporelle. OK? Corporelle du moins, OK? Corporelle. Alors, pour les garanties, bon, je vais un peu vite là. Pour les garanties proposées pour l'emprunt bancaire, si, bien sûr, vous décidez quand même bien sûr, d'emprunter. OK? Donc, dans ce cas, il faut, dans le business plan, s'il vous plaît, il faut préciser les garanties que vous avez, n'est-ce pas, sollicité. N'est-ce pas, le type de garantie, ça peut être des bâtiments à perte personnelle. Vous allez devoir mettre le montant de la garantie. Et si vous ne connaissez pas le montant, il faut l'évaluer. Pour les bâtiments, il faut voir les évaluateurs. Hein, parce que ne donnez pas la valeur de votre bâtiment parce que vous avez mis 30 millions. La banque va vous croire, mais elle a besoin quand même d'avoir une expertise avérée qui lui permettra de préciser le montant. OK? Il faut également donner pour chaque type de garantie le pourcentage par rapport à l'emprunt bancaire. On avait dit que pour l'apport personnel, c'est 10%. Maintenant, nous allons voir par rapport à la valeur des bâtiments, est-ce que c'est 20%, 30%, 40% de l'emprunt. OK? D'habitude, les banques demandent des garanties hypothécaires qui vont se rapprocher plus de la valeur du crédit. Ah oui, c'est exactement ça. Hein?
Vous voulez un crédit de 10 millions, on va vous demander, si vous hypothéquez votre maison, la valeur de la maison risque même d'être supérieure même à la valeur du crédit. Donc ne soyez pas étonnés de voir quand même un pourcentage important par rapport à la valeur des garanties hypothécaires. OK? Mais ça, vous le mettez que si vous comptez quand même demander un crédit auprès d'un bailleur ou auprès, n'est-ce pas, d'une institution de financement. Alors, ce qu'il faut mettre maintenant dans le business plan, toujours dans l'étude financière, c'est le tableau d'amortissement sur la première année. Hein, okay? Et dans ce tableau d'amortissement, il faut mettre ici le tableau d'exploitation, le chiffre d'affaires de la première année. Parce que c'est assez synthétique. La banque voudra bien faire un focus après sur la première année. Bien sûr, vous aurez à détailler pour les autres. Mais faire une extraction pour la première année est important pour elle parce que ça permettra un peu de voir est-ce que l'entreprise là a un bon début ou non. OK? Et pour la première année, n'hésitez pas à mettre les éléments ci-après, le chiffre d'affaires, les charges variables. La marge sur coût variable, ce n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires moins les charges. Hein. Mais dans l'application que je vous ai donnée, ça se calcule systématiquement. Donc ce n'est même pas la peine de parceriser ça. Parce que c'est quand même un logiciel qui vous calcule tout. Tout est programmé. Hein. Tout est programmé. Donc vous intégrez votre chiffre d'affaires, les charges variables, et puis il vous donne quand même les éléments. Les charges fixes hors dotation aux amortissements. Les dotations aux amortissements, c'est-à-dire ce que vous mettez de côté, n'est-ce pas, pour l'immobilisation des biens corporels. Le résultat net, et il y a ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Le logiciel également vous calcule ce seuil de rentabilité. C'est le seuil minimal à partir duquel on considère que notre produit est rentable. OK? Donc ça aussi, il faut bien le mettre, n'est-ce pas, dans la première année. OK? Sinon, il y a le détail des charges d'exploitation également. Alors là, on était tout ce qui est aspect rentabilité et peut-être charge, mais là, il faut mettre le détail des charges d'exploitation. Alors, je sais que le banquier aura à s'intéresser beaucoup à un certain nombre de charges d'exploitation, tels que le téléphone, transport. La liste est loin d'être exhaustive ici. Hein. OK? Ça peut être même électricité, tout ça, les quantités coûts unitaires, les montants fixes, montants variables, etc. Alors, si c'est un téléphone, n'est-ce pas, où vous avez beaucoup de lignes roaming, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à des montants variables. OK? Maintenant, si c'est un téléphone que vous utilisez juste, n'est-ce pas, avec une politique de gestion, ça, vous pouvez peut-être mettre le montant fixe. Le transport également est assez variable, hein, parce que tout dépend de l'activité de l'entreprise. OK? Donc là aussi, il faut mettre le maximum de charges d'exploitation. Encore une fois, les charges d'exploitation, c'est des charges qui sont liées directement à l'activité, l'exploitation de l'entreprise. Alors, il y aura un poste qui va beaucoup intéresser le banquier, c'est le poste personnel rémunéré. Oui, il va voir est-ce que vous avez fait un recrutement réfléchi ou pléthorique, le nombre de mois que vous les employez, les salaires bruts mensuels, les salaires bruts annuels et les montants, n'est-ce pas, des salaires fixes. Il va s'intéresser à tout ça. Il va voir est-ce que même vous payez les cotisations sociales. Oui, c'est ça, le banquier, il s'intéresse à la... Parce que sinon, c'est un risque pour lui de vous prêter de l'argent. Si vous ne payez pas les cotisations sociales ou fiscales, sa crainte, c'est quoi? Si vous serez en redressement, et que vos comptes sont mis en ATD, il sera le premier à perdre. Voyez un peu l'implication, oui? Ce sont des employés saisonniers. Est-ce qu'on est tenu de leur faire cotiser? Si c'est des employés saisonniers, bon, je pense que tout dépend du type de contrat que vous leur proposez. Voilà. Si c'est des contrats qui sont, n'est-ce pas, considérés comme des prestations quand même de services, donc ça, vous pouvez naturellement, il n'y a que 5% de BRSA. Ils peuvent le verser, n'est-ce pas, par leur propre gré. Souvent, les entreprises préfèrent que l'ouvrier quand même s'en charge, parce que sinon, c'est quand même une autre charge, n'est-ce pas, pour l'entreprise. Mais dans tous les cas, lorsque c'est des contrats qui sont de très court terme, souvent, on peut considérer ça comme des prestations. OK? Voilà.
prestation, donc vous supportez que 5% BRS. Je préfère prendre un prestataire que prendre n'est-ce pas, un contractuel qui va me faire supporter beaucoup de... OK? Alors, les cash flows sur la première période de fonctionnement aussi, il faut... le mot cash flow, je l'avais utilisé tout à l'heure. Et c'est important ici que pour ces cash flows, que vous revenez un peu sur un certain nombre d'indicateurs. Vous voyez un peu, ici j'ai fait l'estimation pendant les 12 mois. Et chaque mois, je dois dire mon chiffre d'affaires, combien j'achète en matière première, la marge brute globale, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et l'achat de matière, les charges de fonctionnement, hors charges de personnel, la valeur ajoutée, vous voyez, ça revient. Où est mon ami qui était là? Vous voyez, la valeur ajoutée est suivie de très près. Suivie de très près, OK? Et l'excédent brut d'exploitation. Alors ça, c'est également un élément que le banquier suit beaucoup. Parce que c'est avant déduction, regardez d'un certain nombre de charges. Hein. Il y a le résultat d'exploitation, il y a le résultat net, il y a l'amortissement. Et vous voyez à la fin, ce que suit le banquier, cash flow. Donc, ce n'est pas tout ce qui est en haut qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse le plus, c'est votre liquidité nette. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Pourquoi compliqué? Hein? Moi, je considère ça comme étant le bénéfice. Non, ce n'est pas le bénéfice. Loin s'en faut. Le bénéfice, c'est le résultat net. Non, vous ne pouvez pas considérer ça. Non. Il y a des notions là que nous, en tant que grand commerçant, on ne maîtrise pas bien. Non, parce que le bénéfice, c'est une fois que vous vendez, maintenant vous défalquez vos charges, hein, les charges d'exploitation, c'est ce qui vous donne le bénéfice net. Voilà. Et même, il y a le bénéfice net avant distribution des dividendes. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, votre bénéfice peut basculer, n'est-ce pas, sur un niveau assez faible. Par contre, le cash flow, c'est donc si on considère que vous avez tout déduit, et que c'est ce qui vous reste, n'est-ce pas, en trésorerie, chez vous ou en banque. Vous voyez un peu, c'est la différence. Hein? La différence, c'est que le banquier va se méfier davantage de votre résultat net. Parce que votre résultat net, ce n'est pas un net résultat. Parfois, le bénéfice peut être... Oui, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Parfois, oui, vous dites. Je dis parfois, si après avoir fait le décompte, le bénéfice peut être égal au cash flow, s'il n'y a pas d'autres dépenses. Oui, dans ce cas, c'est très bon pour vous, mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que dès l'instant où vous considérez le bénéfice égal, n'est-ce pas, au cash flow, ça veut dire que vous ne rémunérez pas vos associés. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Et aucun associé n'acceptera quand même de... Voilà, et encore là, vous n'avez pas encore tenu compte même de tout ce qui est la fiscalité. Attention, ce n'est pas un indicateur que, je vous le dis, dans la pratique, le banquier va se méfier davantage du résultat net et faire plus confiance à votre cash flow. Parce qu'il se dit que le cash flow, vous ne pouvez pas quand même lui cacher ça. Parce que ça figure dans votre trésorerie ou ça figure, n'est-ce pas, sur le compte, n'est-ce pas, d'une institution financière. Et si vous domiciliez vos marchés dans cette banque, donc les marchés que vous gagnez, il y aura des recettes d'exploitation et le banquier verra donc ce que vous avez comme encaissement et ce que vous avez comme décaissement. C'est les mouvements qui vont l'intéresser, les mouvements d'encaissement et de décaissement. Et non vraiment le résultat net. Je ne dis pas que le résultat net n'est pas important, mais par contre, dans l'appréciation du banquier, c'est le cash. C'est le cash qui va l'intéresser davantage.